Bienvenue Daniel, bienvenue au souverain, 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 bienvenue Daniel. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Je quitte ma cellule, je traverse les couloirs, je salue mes amis, je leur dis à plus tard. Je quitte pas Bordeaux, du moins pas encore. Je m'évade dans les mots et la musique des noirs. Ma vie est un roman, ma vie est une chanson. Qui en est l'auteur, c'est toute la question. Des questions que je me pose, en vers et en prose. des questions que je me pose, En vers et en prose. des questions que je me pose, En vers et en prose. Je te salue Daniel et je te plaide notre cause. Bienvenue Daniel, bienvenue au souverain. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière des murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière des murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière des murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière des murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière des murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière des murs, café crème. Dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système derrière les murs, café crème. Bonjour Daniel, moi je m'appelle Lens, tout le monde m'appelle Dépiste parce que je m'appelle la paix. Écoute, on est content de commencer l'année avec toi, l'année 2019. Ça fait une semaine qu'on prépare cette rencontre-là parce que dans le fond, on a lu ton livre Guérir de son histoire. Avant de te raconter l'histoire dont moi j'aimerais guérir, j'aimerais savoir de quelle histoire toi tu as appris à guérir pour devenir la psychologue professionnelle que tu es devenue aujourd'hui. De mon enfance. Peux-tu nous l'expliquer à moi et mes frères souverains? En fait, oui, ça a été une enfance difficile pour moi parce que j'étais une enfant probablement hypersensible, mais aussi j'ai vécu des choses extrêmement difficiles dont j'ai pas parlé. Alors que j'ai dû garder pour moi. Je croyais que c'était la meilleure chose à faire dans ce temps-là. Et je me disais, si jamais je survis, c'est-à-dire pour moi, c'était devenir adulte, survivre, là. Si j'en meurs pas, je vais consacrer ma vie à m'organiser, à écrire des histoires pour des enfants qui souffrent, pour qu'ils en sortent, pour au moins les aider à travers leur parcours, qu'ils se sentent moins seuls. Fait que c'est pas mal ça. OK. Ça résume un peu. OK. OK? J'ai entendu que la meilleure façon de guérir de son histoire, c'est de la raconter. Ah oui, c'est vrai. Mais avec les bons mots, les mots justes. Alors, moi, je vais résumer la mienne pour vous et mes frères souverains ici. Moi, comme je te dis, je m'appelle La Paix. Mais j'ai vécu beaucoup de guerres. Beaucoup d'histoires, beaucoup de combats. Mais le combat le plus dur, c'est celui que je mène contre moi-même.
J'ai vécu une drôle d'enfance. En grandissant, j'ai grandi avec ma mère et mon père, on pourrait dire. Mais plus ma mère que mon père, parce que mon père, dans le fond, il habite en Haïti. So, quand je suis avec mon père en Haïti, ben, je ne vis pas avec ma mère à Montréal. Quand je vis avec ma mère à Montréal, je ne suis pas avec mon père en Haïti. Il manquait toujours l'un ou l'autre. Comme j'ai vécu beaucoup plus avec ma mère qu'avec mon père, le manque du père a fini par faire son effet. Ma mère a toujours été prête à mourir pour me défendre. Mon père aussi, mais de loin. Ma mère est prête à déplacer des montagnes pour me protéger. Mon père aussi, mais de loin. Avec le temps, j'en suis arrivé ici. C'est ça. Ici, c'est en prison, tu veux dire? Ouais, en prison. Okay. Pendant un temps dans ma vie, j'ai pu remarquer que ma mère essayait de prendre le rôle du père aussi, mais une mère ne peut pas jouer le rôle du père. Alors, je peux dire que j'ai pris l'initiative d'être le père, on pourrait dire, chez moi. Puis j'ai fait des choix qui étaient peut-être pas les meilleurs. C'est ça. Puis moi, personnellement, pour moi, je pense que la meilleure façon de guérir de son histoire, c'est de ne pas la répéter. Ah oui. Alors, j'essaie de faire des efforts pour être plus présent pour ma famille, pour mes nièces, pour mes frères. C'est ça. Ah. Ça prend du courage. Ouais. Surtout de sortir d'ici. C'est pas évident. Ouais. mais toi, tu n'as pas eu de modèle. De père, je veux dire. Puisque tu as adopté un modèle de père, tu croyais, tu as fait de ton mieux finalement. Ouais, pour être le père que tu croyais que tu devais être. Exactement. C'est quoi l'image de père que tu avais? Je sais pas, celui qui prend soin de sa famille, l'homme de la maison qui protège sa famille, qui s'assure que sa famille manque de rien, qui s'assure qu'il y a toujours quelque chose à manger, que vous comprenez. Ah oui, OK. C'est difficile de demander à un petit garçon de devenir un homme, hein? D'agir comme un homme. Ouais. Parce qu'il n'est pas équipé pour. C'est vraiment ça. À un certain âge, ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ça fait que c'était le petit garçon qui devait penser comme un grand garçon, alors qu'il n'avait pas les moyens d'être un homme encore. Exactement. Oui. C'est ça a mené à faire des choix certaines actions d'enfants, probablement, hein? Pas des choix d'hommes, des choix d'enfants qui se trompent. Avec les bonnes intentions, mais pas de la bonne façon. L'intention était bonne, c'est ça. Ouais. Okay. Mais moi, je te trouve très courageux, Lens, parce que tu vois, c'est pas facile de raconter son histoire, c'est très difficile. Forte et courageuse, ignorant ce qu'est la peur, dans un combat pour mon bonheur, ne tenant compte de ses malheurs. Protectrice de mon avenir qu'elle refuse de se voir détruire, d'un sourire, rend meilleur ce qui est pire. Elle éclaire ma vision même lorsque je suis dans le noir. Je peux compter sur son support même lorsque j'ai tort. J'ai pris des mauvaises voies jusqu'au point de m'égarer. Peu à peu, je retrouve mon chemin, laissant sa voix me guider. Elle m'a appris à me relever sans jamais me laisser tomber. A toujours su voir l'innocence dans ma culpabilité. Si aujourd'hui je marche la tête haute, c'est donc pourquoi elle a fait la guerre. Une preuve incontestable, rien ne peut vaincre l'amour d'une mère. Guerrière de ma paix, hier, aujourd'hui et demain. Souveraine de mon cœur, d'un règne sans aucune fin. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Daniel. Mon nom c'est Ronald. Bonjour, Ronald. Enchanté. Guérir de son histoire, quel beau titre. Et ça ne pouvait que m'intéresser. Ton livre donne la parole à des enfants qui ont été abusés, maltraités. Félicitations pour ce beau travail littéraire dans lequel tu parles pour eux à la première personne. Tu as su développer un style en racontant leurs histoires comme des contes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux contes de Perrault. Bravo. Merci beaucoup, Ronald. Pour te dire, je suis en train de lire ton livre en ce moment, et ceci avec beaucoup d'intérêt. Et
ça m'a ramené à mes histoires. J'en ai beaucoup d'histoires. J'ai 52 ans. Ce n'est pas ma première fois ici, à Bordeaux. Quand je suis venu ici, Mohamed m'a dit que, regarde, il y a un psychologue qui arrive. Donc, regarde, j'ai dit, je ne manquerai pas l'occasion pour rien au monde. Mais avant de me donner un diagnostic, je vais essayer de te faire part de mes histoires. Je suis né en Haïti d'une famille, d'un père dictateur et d'une mère présente, mais qui était, que je trouve, froide. Je n'ai jamais eu le réconfort de ma mère, mais par contre, elle était là, elle était tolérante. On a quitté chez nous en 1986, comme Mohamed l'a dit tantôt, donc j'ai fait partie de la révolution un peu. Donc, je suis arrivé à Montréal, j'ai basculé. J'ai complètement dévié de mes routes, tout ça, et puis les problèmes ont commencé. Mais je sais qu'à quelque part à l'intérieur de moi, que je suis une bonne personne, que j'avais des buts, des affaires de même. Donc, j'ai fait une première thérapie, une deuxième thérapie, essayer de comprendre, et malgré ça, ça continuait. J'avais des temps d'abstinence, ça n'arrêtait pas. Donc, à un moment donné, je tombais, retombais, je retombais. J'ai toujours travaillé du côté de mon père, parce qu'ils disent que... Parce que j'étais battu, contrôlé. Donc, mais j'ai jamais pensé vraiment que j'ai eu un traumatisme en tant que tel, parce que ça faisait partie de nos valeurs en Haïti. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal que j'ai été battu. Donc, mais quand je voyais que ça continuait, donc j'ai dit, je vais travailler du côté de ma mère, Donc, mais avant d'arriver à ma mère, il faut dire aussi que j'étais un homme à femme. Donc, j'aimais beaucoup les femmes. Je ne pouvais pas aimer une seule femme à la fois. Il m'en fallait 2, 3. Donc, je cherchais ma mère en eux. Je cherchais l'amour que ma mère ne m'a pas donné en elle. Elle ne pouvait pas me le donner parce que ce n'était pas ma mère non plus. Donc, quand j'ai fini par comprendre ça, j'ai dit, je vais travailler du côté de ma mère. Donc, j'ai travaillé, fait une dernière thérapie, travaillé du côté de ma mère. Et j'ai compris que mon côté insatisfait, je suis toujours insatisfait, je le prends du côté de ma mère. Donc, j'ai bien travaillé ça, et puis j'ai fini ma thérapie, donc je croyais que j'étais guéri. En 2012, je suis rentré ici à Bordeaux, donc j'ai fait une sentence de 6 mois. J'ai participé à quelques émissions avec Mohamed, donc avec les Souverains Anonymes. Et je suis sorti, j'étais prêt pour affronter avec le programme La vie devant soi. J'avais tout ça bien préparé. Sauf que la vie m'a emmené vers un amour interdit. J'avais tout dans cette relation-là pour être bien, pour être heureux. Mais cette relation-là a fait en sorte que j'ai perdu. Mon père m'a renié. Mon frère m'a renié. Ma mère ne pouvait pas choisir. J'ai vu ma mère mourir avec quelque chose sur le cœur qu'elle n'arrivait pas à me dire. Et pourtant, j'étais bien. J'étais bien, mais à un moment donné, je me sentais coupable d'être bien. Parce que tout ce qui me manquait, c'était la famille. Des valeurs que j'ai. Parce que moi, j'ai 4 filles. Je leur ai inculqué la valeur familiale d'abord, la famille avant tout. Et aujourd'hui, comment dealer avec mes enfants. Je les ai mises dans une situation vraiment abracadabrante. C'est comme où est-ce que elle ne pouvait pas choisir entre l'oncle et le père. J'ai vu ma mère mourir. Et ceci, je peux vous dire, ça m'a déchiré. J'étais déchiré, j'étais un homme déchiré. J'étais d'un côté du cercueil, je voyais le reste de la famille de l'autre côté du cercueil. J'étais seul de ce côté-ci. C'était vraiment... J'arrivais pas à passer à travers. Donc, ce qui fait qu'en 2016, j'ai basculé encore. Et ça m'a ramené encore dans les murs. J'ai fait 10 mois l'année passée. J'étais dans une grosse dépression. Je peux vous le dire, une grosse dépression. Ce qui fait que je suis sorti, j'avais pas vécu qu'est-ce que j'avais à vivre. Donc, encore une fois, je suis retombé encore. Et je me vois là encore aujourd'hui, ici.
pour te rencontrer et pouvoir me donner un diagnostic? J'ai écrit un chapitre sur les diagnostics. En fait, en gros, je suis contre. Parce que ce sont des étiquettes. OK. Et moi, les étiquettes, j'aime pas ça. Parce que si tu te promènes avec une étiquette prisonnier, fou, n'importe quoi, étiquette, riche, une étiquette, les gens changent, ils te regardent à travers une étiquette. Alors moi, je suis une psychologue qui est totalement contre les diagnostics. Alors, je prends les diagnostics, je les détricote et je regarde ce que l'on peut faire avec. Quel merveilleux dessin peut-on faire avec notre vie? C'est rassurant, je ne sais pas trop pour qui. Un diagnostic, moi, je l'ai défait. Alors, si tu cherches un diagnostic, ça veut dire que tu cherches à être en boîte, mais tu es déjà dans une boîte. OK. Tu sais? Et cette boîte-là qui t'y a amené, c'est parce que tu répètes probablement une histoire que tu n'as pas encore totalement compris, dont tu es victime. Okay. Donc, tu n'es pas le roi. Tu sais, ton père était un dictateur, mais probablement un dictateur, entre guillemets, pas très gentil avec toi. C'est bien ça, hein? Bon. Alors, avec ses croyances, avec tout le monde, ta mère... Tu n'as pas senti son amour. Peut-être qu'elle aussi, plus ou moins, elle était victime, on ne sait pas. On ne sait pas, Alors, mais un enfant, lui, il a des besoins fondamentaux. Et ces besoins sont assez simples. C'est se sentir aimé, écouté. Pas qu'on lui dise toujours quoi faire. Pas qu'on le met dans une case puis qu'on dit « tu ne bouges pas de là ». C'est moi le maître. On dirait que tu savais. Ça donne rien, ça, parce que ce que ça fait pour le petit, c'est la peur et l'impuissance et la rage. Hein? Okay. Et dépendamment du comportement, ben il y en a qui vont se coucher à terre, puis qui vont se conformer, qui vont faire « oui, monsieur, oui, madame, OK, oui », puis qui vont obéir. Est-ce qu'ils sont heureux dans leur cœur? Est-ce qu'ils sont libres? Pas en tout. Ils ont peur, encore. Il y en a d'autres qui vont se pousser. Ils vont mentir, ils vont boire, ils vont fumer, ils vont se pousser. Puis les autres, ben il y en a d'autres qui vont attaquer. Ils vont être forts. La rébellion. Paf! Ouais. Tu dis pas comme moi, je te parle. Alors, bon, tu sais, c'est pas mal un langage animal, ça. D'accord. Donc, on est des petits animaux, nous, les êtres humains, quand on vient au monde. Alors, on est tous des petits animaux parce que on a 3 cerveaux, hein. On a un qui est tout petit à la base du crâne. C'est le premier qui pousse dans le ventre de notre mère. Et lui, il pense pas. Il s'occupe des cœur, respiration, poumon, tout ce qui est automatique. Il ne pense pas. On le partage avec les reptiles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le cerveau reptilien. Le deuxième étage, qui est au niveau des oreilles, ici, à l'intérieur, lui, c'est un mammifère. Alors, il ne pense pas, mais il sent tout. Mais il ne sait pas qu'il sent. Fait qu'il capte, puis il transforme ça en sensation et ou en émotion. Il ne pense pas. Okay. D'accord? Alors, ces 2 cerveaux-là, là, ils sont responsables de la survie. Le reptilien, lui... Il haït le changement, mais il est incapable de changement. En fait, s'il change, il meurt. Pas compliqué. Le deuxième étage, à chaque fois qu'il y a un changement, c'est un animal. Qu'est-ce qu'il fait un animal? Non. Il écoute. Il bloque le cœur. Il arrête tous les signaux, dégage les oreilles. Il devient hyper vigilant pour savoir c'est quoi. Chaque fois qu'il y a un changement dans l'atmosphère, dans l'univers... Danger. Parce que lui, il pense pas, fait qu'il pense en termes de survie. Okay. Alors, pour lui, toute la différence, quelle qu'elle soit, est un danger. Donc, il va réagir comme un animal. Ou bien il attaque, ou bien il se pousse, ou bien il se soumet. Le 3e étage, c'est le cerveau, c'est en haut des oreilles. Tout ce qui est en haut des oreilles, lui, ça, c'est le cortex. Lui, sa job, c'est de penser. Puis c'est de faire du sens. Puis il fait du sens avec nos sens, puis il accumule les connaissances, OK? Alors, le 3e étage, lui, quand le bébé arrive au monde, il est comme complètement vierge. Mais il va se créer, mais il apprend vite, c'est une éponge. Il va créer des réseaux de connexion neuronale, OK? Jusqu'à 25 ans, de façon optimale.
si le deuxième étage, mettons que c'est l'émotion, là, OK, a peur. Si le deuxième étage a peur, c'est un enfant, il a peur, il sent pas aimé, il sent pas accueilli, il sent pas respecté. Bref, on lui montre pas, on ne lui accorde pas le respect, on lui demande d'écouter. Ouais. Écoute, c'est moi qui sais. Fait que toi, t'écoutes. Fait que lui, il apprend OK, il faut que j'écoute. Il a peur. Parce que le troisième étage, il est en train de se connecter, lui. Fait que là, il comprend que, ça a l'air être normal, tu me disais. Être normal de me faire battre. OK, j'ai dû faire quelque chose, sûrement que c'est de ma faute, quelque chose. Il est tout petit. Tu me suis, mais il apprend ça. Fait qu'il se sent mal, il se sent coupable. Alors, il donne raison à l'autre. Fait que là, il a peur. Fait que quand le père arrive, il est de même, il a peur. L'autre, il dit, « Hey, c'est pas ça, toi, t'as fait quelque chose. » L'enfant a toujours tort. Il n'apprend pas à se faire confiance parce qu'on ne lui fait pas confiance. Alors donc, quand le troisième étage, il pousse... Imagine-toi que les humains, on a ça d'énergie de la gang. Voyez-vous, là, tout le monde? OK? Quand on en prend ça pour avoir peur, pour se défendre, parce qu'on se sent menacé, bien, il en reste juste ça pour apprendre. Fait que combien de gens qui ont été mal traités, mal aimés, mal toute la patente, ont eu de la difficulté à apprendre. Ils ont pensé qu'ils étaient des cancres. Mais non, ils n'étaient pas des cancres, c'est juste qu'ils se défendaient. Ils défendaient leur peau. Alors, pendant que tu défends ta peau, tu penses pas, là. Pense, mais tu penses mal. Tu me suis? Quand tu étais devant ta mère, devant son cercueil, là, tu étais tout seul. Tu étais le petit garçon mal aimé, pas encore aimé, et même rejeté de toute la famille. Ils se sont mis en gang. Toute la gang, ils ont fait. Toi, là. Puis le petit garçon, il a dû se sentir tellement mal d'avoir fait peut-être même mourir sa mère. C'est épouvantable. Encore une culpabilité, mais c'est encore le petit garçon qui parle. C'est pas l'homme. Parce que c'est comme des poupées russes, tu sais. Le petit bébé, tu sais, les poupées russes, vous connaissez ça? Une poupée dans une poupée, dans une poupée, dans une poupée. Ben alors, quand il y a une partie de la poupée qui est blessée, mais elle grandit pareil, mais qu'on la soigne pas, là. On fait juste la taper, on fait comme... OK. Ben là, l'autre grandit. Personne ne voit qu'il a grandi. Il pense que... Non, personne ne sait que lui, il a mal. Il a peur. Ça fait que lui, il le cache en tabac. Il ne montre pas. Parce qu'il ne veut pas se faire mal encore plus. Il se protège. Voyez-vous, là, l'énergie, là, est tout le temps là. Est-ce que ce petit garçon-là, tout petit... Est-ce qu'on son troisième étage est connecté? Est-ce qu'il y a des connaissances? Non, il n'y a pas. Mais il grandit en faisant semblant qu'il n'y a pas peur. Bon, c'est beau. Okay, on continue. Mais lui, là, tant qu'il n'a pas été guéri, tant qu'on n'a pas ouvert puis qu'on a dit « Ah, c'est toi. Mais t'es tout petit, je vais t'aider à devenir grand, je vais arrêter. C'est pas ta faute, t'étais tout petit. » Tu comprends? Ouais. Alors, il est tout petit, puis... Comme le cerveau, il est vraiment génial, le troisième étage, on peut... Tu vois, les nouvelles études neuronales nous montrent qu'il continue de se développer, ces nouveaux réseaux neuronaux-là. Okay. Mais il faut toujours bien les aider, il faut toujours bien montrer le chemin. C'est pas en prison que tu vas l'apprendre. Peut-être, grâce à notre fille, puis son émission, puis avec monsieur... qui travaille avec toi, super gentil. Et ces gens-là, ils vous aident à réfléchir. Vous êtes en sécurité ici. Il n'y a pas personne qui vous donne des ordres. Vous êtes en train de créer. Vous vous mettez en gang. C'est fantastique. C'est merveilleux, ça. Okay. Ça, c'est un espace de sécurité. Où est-ce qu'on n'est pas dans les ordres de quelqu'un, dans les pattes de quelqu'un qui nous dit quelque chose, qui nous dit quoi faire. Remarque, c'est important, là. On est d'accord, là? Vous aviez raison sur beaucoup de points, mais c'est comme moi, quand ma mère est morte, ils m'ont donné la responsabilité. Ils ont dit que si c'était pas à cause de ça, maman serait encore en vie. Donc, regarde. Facile, hein? Ouais. C'est une affaire c'en est un mécanisme de défense. C'est pas moi, c'est toi. Donc. Puis toi, tu le prends pour toi. Prends-les plus, redonne-leur. D'accord. Merci pour le conseil.
Bonjour Daniel, Bonjour. je m'appelle Ennis. Bonjour, Ennis. Dans ton livre, tu aurais pu ajouter un chapitre en l'appelant Ennis, enfant de la guerre. Moi, je crois que personne ne peut guérir de mon histoire. C'est pas l'histoire d'une personne, c'est l'histoire d'un peuple. Je fais partie de ce peuple. Je suis bosniaque et fier de l'être. Il n'y a pas si longtemps, mon peuple a beaucoup souffert. La guerre en Bosnie, je l'ai vécue enfant. Aujourd'hui, la Bosnie a retrouvé la paix et la liberté. Mais à quel prix? Combien de morts? Combien de sang? Mais rassure-toi, Daniel, je ne suis pas en train de pleurnicher sur mon sort. Je ne veux juste ne pas oublier. Peut-être que la seule façon de guérir de mon histoire, c'est de ne pas l'oublier. Je veux que ma fille soit fière de son histoire, fière de sa famille, fière de son père. Je veux que ma fille se sente aussi grande que son père. Les souffrances qui nous font guérir sont celles qu'on réussit à exprimer, à raconter. Les souffrances qui nous font détruire sont celles qu'on garde au fond de soi. N'est-ce pas, Daniel? Absolument. Tu as bien réussi, hein? À exprimer ce que je disais tantôt. Tu sais, quand on est émotionnellement... tu sais, quand on est émotif, hein, le 3e étage, il débarque. On se rappelle plus de rien. On oublie tout, même des choses... On ne sait plus comment les dire. On oublie les mots. Parce que lui est responsable des mots. Il a 0 émotion. Ding, ding, ding. Il sent rien. Et bien, le deuxième, le ah. Alors qu'on l'exprime pour la première fois, c'est toujours extrêmement... c'est difficile parce qu'il faut connecter les 2 cerveaux. 2e, 3e. Et c'est ce que tu viens de faire admirablement. Puis, bravo, félicitations, parce que c'est une histoire difficile, hein? La guerre. Mais j'ai une théorie là-dessus, peut-être que je ne serais pas d'accord, mais moi, je pense que si la guerre existe encore sur la Terre, c'est parce que le 1er puis le 2e étage du cerveau ont préséance, puis qu'on n'accorde pas assez d'importance à... Puis c'est des animaux, là, il faut s'entendre, là. On a 2 cerveaux animaux, puis on a un 3e qu'on partage avec les humains. Pas très évolué. Il est très récent, il y a 1 million d'années. Voilà. Le 2e, il y en a 250 millions. Le 1er a 500 millions. Tu sais... Alors, l'évolution, c'est long, hein, c'est long. Et je me dis que plus on va être évolué, c'est-à-dire qu'on va apprendre, qu'on va pouvoir mettre en perspective notre histoire, l'histoire de nos bourreaux, de ceux qui ont fait la guerre, de ceux qui ont décidé. Qui a décidé? C'est qui les décideurs en Bosnie? C'est quoi ça, des gens tout-puissants qui décident de... C'est épouvantable, tu sais. Si on prend, je sais pas, moi, il y a eu une guerre il y a très longtemps de Troie, qui s'est terminée parce que les femmes ont dit non et ont décidé de fermer leurs jambes à leurs hommes. Ils ont fait la grève. Fait qu'ils ont dit, vous voulez vous battre, les gars, allez vous battre seuls. Moi, je ne perdrai pas mes petits, c'est pas vrai. Je n'ouvrirai pas mes jambes, soi-disant par amour, pour que vous continuez à massacrer tout le monde. Si vous n'êtes pas plus évolué que ça, nous autres, on refuse. Puis elles ont bien fait. Puis tant mieux. Parce que c'est peut-être ça, l'évolution, qu'on s'entraide les uns les autres, les races, pas juste les races, mais aussi les femelles puis les mâles. Tu sais, on a des fonctions différentes dans la vie. Mais alors, si on était un petit peu plus conscient de nos forces, puis qu'on arrêtait de vouloir des rapports de force, probablement que l'évolution se ferait. On arrêterait de juger, on arrêterait de se battre, d'avoir raison, surtout, c'est ça, hein? Puis c'est très animal, dans le fond, le contrôle. T'as un gros mâle qui arrive, là, il veut prendre le contrôle du territoire, les autres font comme... Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il est gros, pas très évolué. On est-tu d'accord? Oui ou non? Non, mais c'est un fait, là. Tu me suis? Mais si on était plus ouverts, comme des voyageurs qui découvrent le monde à travers les yeux des autres. Toi, ton histoire, elle est fabuleuse. Moi, je veux l'entendre, tu sais, parce qu'elle va me nourrir. Elle va nourrir mon âme, mais elle va nourrir mon esprit. Puis ensuite, lui, et on va se partager ces savoirs-là. Et là, on va grandir comme humain. Moi, mon rêve de toujours, c'est qu'un jour, je ne vivrai pas de mon vivant, mais j'espère qu'on va y arriver, que j'aimerais qu'il y ait un gouvernement mondial, que les humains soient tous des frères. Je sais que... Mais tous les enfants le veulent, tous les tout-petits, là. Les autres, ils ne regardent pas. Quand j'étais quand j'étais plus jeune, j'avais une petite fille qui allait... les enfants, ils allaient sur la rue, puis je dis, vous étiez où, donc, vous autres? Ah, on était avec les petits bruns.
Un petit brun. Vous étiez avec les petits bruns? Ah ouais. Et il y a des petits bruns dans la rue. Oui, oui, oui. Ils sont gentils. On joue toujours avec les petits bruns. Puis quand j'ai vu, eux autres, ils connaissaient leur couleur à peine. Puis, mais les petits bruns, ils ne savaient pas qu'ils étaient bruns. Ils ont appris qu'ils étaient bruns quand ils sont allés à l'école. Avant ça, ils jouaient, puis c'était le fun, tu sais. Et un jour, je suis allée... Ma mère, elle est morte dans un CHSLD, puis il y avait... sur un étage où les gens avaient un peu perdu leur troisième étage, disons-le. C'était fascinant, c'était beau. Ils étaient, mettons... Il y avait un Chinois, une Chinoise, une Québécoise, je ne sais pas trop qui, là, de quelle nationalité, mais il n'y en a pas un qui parlait la même langue. C'était tellement beau, parce qu'ils étaient assis, un à côté de l'autre, comme des enfants, qui se prenaient les mains, qui se touchaient, qui étaient vraiment gentils et qui parlaient. Ils parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ils avaient vraiment l'air de se comprendre. Ça serait la nature humaine rêvée. Je suis d'accord. Merci, Daniel. Passe une bonne journée. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour, ça va? C'est quoi ton nom? Jean-Hubert. Jean-Hubert. Bonjour Ouais. Jean-Hubert. Dans le fond, moi, j'ai lu ton livre. Oui. Je ne l'ai pas commencé au début, mais à chaque fois que je l'ouvrais, je tombais sur une histoire qui venait me chercher. Mm-hmm. Puis je veux te féliciter pour une belle offre que tu as faite. N'importe qui aurait pu écrire un livre comme ça, mais ça a l'air que c'est toi qui y as pensé. Mm-hmm. Dans le fond, moi, je vais te parler de l'histoire de ma vie. Parce que je pense que c'est un petit peu de ma vie que j'aimerais apprendre à guérir. Je vais commencer que je suis le plus jeune d'une famille de 4. Puis, quand j'allais à l'église, quand j'étais jeune, j'avais rencontré un petit gars qui était peut-être 2 ans plus jeune que moi. Vu que je suis le dernier d'une famille, moi, je voulais tout le temps avoir un petit frère. Dans le fond, moi, j'ai rencontré mon petit frère à l'église. Il arrivait souvent qu'on se perdait de vue. Je marchais dans la rue comme par hasard, puis on se rencontrait au loin, puis on avait tout le temps une petite danse, un petit rituel, whatever, c'est ça. Pour faire l'histoire courte, dans le fond, j'ai été incarcéré à une période de 3 ans dans ma jeunesse. J'étais au pénitencier. Septembre 2005, c'est arrivé. Dans le fond, moi, je suis né en septembre. La première personne dans ma vie qui m'envoie une carte de fête, c'est cet individu-là. Mm-hmm. Avec un 20 $ dedans. Qu'est-ce qui est écrit sur la carte? C'est vois grand, apprends tes erreurs, crois en la magie de la vie, en l'être extraordinaire que tu es, et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. C'est ça qui est écrit sur la carte, avec un 20 $. Wow. Ma mère est venue me l'apporter le 10 septembre, le lendemain de ma fête, à Donnacona, à Québec. Le 14, j'y ai parlé au téléphone. Puis normalement, je sais pas, j'aurais pu se parler avec un autre de mes amis, mais en tout cas, je sais pas pourquoi, bon Dieu, il a bien fait les choses. J'y ai dit, va t'enfermer dans une chambre tout seul, puis tout. Puis on a eu une conversation, c'était la dernière conversation qu'on a eue. Puis, je sais pas pourquoi, out of nowhere, la dernière chose que j'y ai dit, c'est n'importe quoi qui t'arrive, je t'aime. Yeah. Ça, c'était le 14 septembre. Fait que le 24 septembre, je suis dans ma cellule, je suis en train de faire des cassettes, je suis en train de doubler un CD sur une cassette, dans le fond, puis il y a un titre de chanson qui dit « La vie continue » de Tupac, « Life Goes On ». Puis dans le fond, moi, je voulais l'enregistrer sur ma cassette. J'ai dû essuyer le CD 10 fois avant de pouvoir enregistrer cette chanson-là parce qu'elle n'arrêtait pas de sauter. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, mon meilleur ami, il se faisait assassiner par balle, whatever, c'est ça. Puis j'étais en béquille parce que je m'avais foulé la cheville. Fait que dans le fond, le lendemain, j'appelle ma mère. Ma mère me dit, t'es correct, whatever, c'est ça. Je dis, ouais, mamie, je suis correct, mais je lui mens. À un moment donné, je lui dis, mamie, je me suis foulé la cheville. Fait que là, elle commence à pleurer, elle pleure. Je dis, mamie, pourquoi tu pleures? Elle me dit, j'ai rêvé que t'es mort hier. Oh là là. Là, je suis comme, ouais.
Ah non, mamie, je suis correct, whatever, c'est ça. Dans la soirée, c'est mon meilleur ami qui allait mourir. Dans le fond, je me suis réveillé le matin, LCN, tu vois pas, whatever, c'est ça, mais en tout cas, plus tard en soirée, on m'a donné le message que... Tu savais que c'était lui. Ouais. Puis là, à partir de là, les étoiles ont arrêté de briller. Ma vie a changé, pour de vrai. Mon deuil, j'ai pas pu vraiment le faire parce que dans le fond, j'ai pas pu pleurer dans les bras de personne. J'étais en prison, il fallait que tu sois dur, whatever, c'est ça. J'ai pleuré comme un bébé, je vais pas le cacher. Il y a du monde qui me disait, il faut pas que tu pleures, nous, les gangsters, on pleure pas, whatever, c'est ça, j'avais trop mal. Dans le fond, j'ai écrit un poème. Pour aider à faire mon deuil, j'ai écrit un poème que j'ai donné à ma conjointe de l'époque, que je lui ai dit d'aller rester à l'église. Ah oui. Parce qu'on s'est rencontrés à l'église, il s'est fait enterrer à notre église. Puis j'ai fait un beau speech, un beau poème, whatever, c'est ça. J'ai jamais été le voir au cimetière. Puis c'est ça. C'est ça, je vois encore sa mère, whatever, c'est ça. T'sais, sa mère, tranquillement, pas vite, ça a été dur. J'imagine, moi, en tant qu'ami, je me mets à sa place de sa mère, vivre son deuil, whatever, c'est ça. Je vois qu'elle va mieux, la soeur, la famille. Mais c'est ça, c'est une blessure qui reste tout le temps là. Moi, comment je vois ça? Je vois un petit peu ça comme si... c'est comme une épreuve pour me préparer. Ma mère me dit tout le temps, il n'y a aucune mère qui devrait enterrer son enfant. C'est comme une épreuve, je le vois comme ma mère présentement est en train de magasiner son trou, comme qu'elle dit. Puis au début, je voulais rien savoir d'entendre parler de ça. Puis avec le temps, j'ai compris que elle commence à vieillir, elle veut bien partir, puis c'est un processus de la vie, c'est un cheminement de la vie. J'aimerais savoir, je sais pas, dans mon deuil, tu sais, comme il y a du monde qui dit que j'arrive pas à faire mon deuil, whatever, c'est ça. Une chose est sûre, c'est que j'ai jamais été encore au cimetière. Comment tu penses que je pourrais aider à guérir de cette histoire-là? Ben, peut-être avec un symbole, parce que cet homme-là, là, tu sais, la carte qu'il t'a donnée, c'était un ami, hein? C'était un ami pour toi, c'est comme un ami de cœur, hein? Puis aussi un frère, parce que tu voulais avoir un petit frère. Puis le message qu'il t'a envoyé, on dirait que juste avant sa mort, c'est un message des cieux, presquement, tellement c'est beau, c'est grand, puis ça parlait à ton cœur puis ton âme. Moi, je reprendrais ce message-là pour le faire voler, pour faire quelque chose avec ça, pour y rendre hommage, parce que c'est ça qu'il te dit avant de mourir. Pas des farces, là, c'est juste quelques heures avant sa mort, quelques jours C'était avant. Une carte, ouais. C'est pas beaucoup, quelques là. jours. C'est très court, mais son message était d'une grandeur et d'une pureté. Je pense que les vivants, ils meurent pas parce qu'ils sont dans notre cœur, mais si on les enferme puis qu'on fait rien avec leurs souvenirs, moi, ça m'arrive souvent dans ma pratique de voir des petits qui perdent leur père ou leur mère. Ils s'en rendent pas compte. Ils sont tout petits, oh oui, ils s'en rendent compte. C'est moi qui s'en rends compte, Marnouche qui s'en rend compte. Mais le deuil pour un enfant, ça dure des années parce que justement, ils sont pas connectés. Alors là, on peut résorber ça en les aidant à faire revivre leur papa mort. Comment? Mais qu'est-ce qu'aimait papa? Qu'est-ce qu'il aimait comme nourriture? Alors, on va apprendre, on va aller voir les tantes, puis on va dire, moi, je vais faire les crêpes de papa. Comment il les faisait? Je vais faire la sauce à spaghetti de maman. Comment elle la faisait? On va trouver jusqu'à ce qu'on trouve. Et le soir, on va décider que ce soir, on invite papa et on en parle ou maman, puis on mange les crêpes de maman et on rit. Le deuil, c'est pas juste de la tristesse. Ouais, de la joie. Il y a beaucoup de joie quand on se rappelle des souvenirs avec eux. C'est sûr que le manque est profond. Il fait même mal au corps. Puis ça, c'est là que c'est difficile. Mais pour l'aider, le corps, il faut leur redonner sa vie, tu sais. Comme moi, ma mère est morte, puis souvent, mon conjoint, il me dit, « Puis, t'as-tu parlé à Gabi dernièrement? » Je sais pas, c'est ça. C'est comme si elle était vivante. Ben, appelle-la. Non, j'ai pas de nouvelles. Ben, appelle-la. Qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait? Attends un peu, je vais lui demander. Comme si c'était vivante. On dirait que ça enlève le poids de la mort. Tu sais, ça fait... On dit parler. Ben oui, puis dis-moi donc quelque chose. Puis on peut-tu discuter? Des fois, on a besoin, puis on parle dans notre tête, mais tout le monde parle dans sa tête, saviez-vous? On n'est pas fou quand on parle dans notre tête. Ça fait que quand on l'accepte, on arrête d'être fou, puis on commence à aimer ça, finalement, puis ça fait des rencontres, ça fait
Tu me suis? Moi, je te suis. Alors, des fois aussi, un autre symbole qui peut aider, c'est le mettre dans quelque chose, le créer. Ça peut être un arbre qu'on va... mais ça peut être... je sais pas si tu es dans une cellule, parce que... Ben, comme la mère de mon enfant, elle me dit que notre chien, il est réincarné, c'est un humain, whatever, c'est ça, puis dans le fond, il prend soin de ma fille. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être lui. Et pourquoi pas, ça sera encore des croyances. On peut pas les mesurer, les croyances, mais quand ils nous font du bien, moi, je suis bien d'accord. Quand ils nous font du mal, non, j'aime pas ça. Mais quand ils font du bien, alors trouvons des choses qui nous font du bien. Tu pourrais l'avoir avec toi dans ta cellule, il pourrait être dans quelque chose que tu écris, puis quand tu le vois, tu te dis « Ah, salut, hein. » C'est vrai. Est-ce que lui est resté jeune, hein? Il est resté vivant jeune, tant mieux. Je pense que je le fais sans m'en rendre compte déjà dans un style. Mais maintenant, rentre-aux-en compte, puis fais-le au grand jour. Parfait. Je vous remercie, Daniel. Bonjour Daniel, moi c'est Samy. Samy? Bonjour Samy. Comment allez-vous? Merci, ça va très bien. Dans un extrait de ton livre, il y a un passage qui dit « Si c'est nous qui nous attrapons le malheur ou si c'est le malheur qui nous attrape. Tu te souviens de ce passage? Ok, c'est bien. Dans le fond, dans mon histoire, peut-être, ça va répondre à ta question. Moi, je viens d'une famille qu'on est 3 frères. Il y a le plus grand, il y a moi, il y a le plus petit. Dans mon histoire, il y a des accessoires, il y a un décor. Les décors changent, mais pas les accessoires. Parfois, ça se passe dans un salon, des fois dans la cuisine, des fois même dans ma chambre. Les accessoires, ben, c'est un bâton. Des fois, c'est une ceinture. Ça peut être la fameuse main. Malheureusement, dans le film, c'est pas moi qui choisis dans mon histoire, c'est mon père qui décide c'est quoi les accessoires, il sait où le lieu. Moi, mon père, quand c'est question de punition, il parle pas vraiment, c'est vraiment l'action pour lui. Mais avec le temps, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Maintenant, je suis capable d'en rire. Au moins, je suis capable d'en rire parce que maintenant, je veux pas, même si je suis en prison, je vais bientôt finir mon secondaire 5. Je compte aller à l'université, aider des jeunes. Donc, dans le fond, ça m'a aidé parce que avec mon histoire, je peux faire quelque chose de positif. Bravo. Si c'est le malheur qui nous attrape, mais dans ce cas-ci, le malheur, on sait c'est qui. Celui qui t'attrapait, on le connaît. On le craignait aussi, c'est ça? Oui, exactement. Mais toi, tu as décidé de faire quelque chose avec cette histoire-là. Exactement. De plus donner raison au malheur. Exactement ça. Ne régnera plus dans ta vie. Exactement. OK, c'est super. Est-ce que c'est ici que tu en as pris conscience que le malheur, c'était terminé pour toi? Surtout ici, en effet, parce que j'ai eu une longue période d'incarcération quand même, donc ça m'a pu de réfléchir et tout. Oui. C'était un temps d'arrêt. Qui t'a permis d'avoir un regard sur les malheurs, Exactement. sur ceux que tu as vécu. Exactement. Et comment, toi, tu vas réagir à ça? Est-ce que tu vas continuer ce genre de malheur-là dans ta vie? Impossible. À t'affliger, toi, à devenir l'accessoire dont tu parlais, là, tu sais? Non, c'était quoi l'accessoire, puis l'autre, c'est quoi? Le décor. Le décor, ah ben oui, mais c'est la même chose. Parce que là, si tu changes de décor, l'accessoire, c'est toi. Exactement. Fait qu'il ne faut pas devenir l'accessoire. Non, c'est ça. OK. Il ne faut pas créer le décor aussi. Si on répète la même chose, ça veut dire qu'on a redoublé. Exactement. Fait qu'on Et a si rien on compris. redouble, c'est parce qu'on n'a pas tout à fait compris. Exactement. On n'a pas compris les notions. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris qui nous échappait. Et là, c'est une occasion d'apprendre ça. Exactement. Devenir une meilleure personne. Ouais. Est-ce que ça te tente que je te lise une histoire? Vas-y, moi, je suis... Est-ce que je peux lire une histoire? Ouais? Je suis curieux, en effet. Ça me tente-tu que je lise une histoire? OK. Il est là. C'est quoi le nom de l'histoire? Ça s'appelle Apprendre. 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 C'est l'histoire d'une petite fille qui a 9 ans, qui est dysphasique. Elle a un cerveau dysphasique. C'est quoi un cerveau dysphasique? C'est un trouble neurologique
qui affectent le langage et la communication. Ce sont des enfants brillants, mais ça prend du temps avant qu'on s'en rende compte parce qu'ils ne parlent pas vite comme les autres. Si on pouvait comparer ça à des voitures, on pourrait dire que c'est des manuels. Puis, ceux qui ont un cerveau comme le tien, comme le mien, ça serait des autos automatiques. On n'y pense pas, puis on paye sur le gaz, puis on part. Alors, Sophie a 9 ans, elle a un cerveau dysphasique. Elle est en 4e année. Elle ne fait plus confiance à ses amis. Elle voudrait bien les éviter, mais c'est impossible, car elle partage la même classe. Et en plus, ses camarades l'aiment. Elle est vraiment perturbée. Dernièrement, une de ses copines lui a refilé les réponses pendant un examen. Elle les a prises, même si elle n'en voulait pas. Elle ne sait pas comment leur expliquer combien ce geste la frustre. Je dis leur, car ses amis font tout front commun. Elles veulent qu'elle réussisse. Sophie est plongée dans un profond dilemme. Elle voit bien qu'elles font tout ça par gentillesse et elle veut rester leur amie. Bon, elle a constaté que les réponses qu'on lui a fournies au dernier examen n'étaient pas toutes exactes. Elle pense même qu'elle aurait peut-être mieux réussi. Mais la difficulté n'est pas là. Ce qu'elle veut, c'est faire des fautes. Ses compagnes ne la comprennent pas. L'autre jour, par exemple, j'ai eu 35 fautes dans ma dictée, me dit-elle. Ma feuille de correction était presque toute rouge. Mes amis avaient l'air tristes pour moi. Mais moi, j'étais contente. C'est dans ce temps-là que je comprends. Je prends ma feuille toute rouge et je repasse chaque erreur. Après, je ne les fais plus. Mon cerveau a compris. C'est comme ça qu'il apprend, mon cerveau, moi. J'aime ça, les erreurs. Elles me permettent d'apprendre et ma mère est d'accord. Elle ne me chicane pas. Pas tout le monde qui a le même instrument. C'est vrai. Mais c'est une très belle histoire, je trouve. Et si tu expliquais à tes amis ce que tu viens de me dire, tu crois qu'elles accepteraient de rester amies avec toi? Après tout, je ne vois aucun mal à leur vouloir apprendre de cette façon. Tu pourrais les remercier de leur intention puis leur expliquer la tienne. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que c'est sûr. Ils vont le comprendre parce que c'est pas tout le monde qui apprend de la même méthode. Voilà. Il y en a qui vont tomber une fois et comprendre. Il y en a d'autres qui doivent tomber 5 fois puis se relever les 5 fois pour comprendre de leurs erreurs. Et si on les tape pas puis qu'on les chicane pas, puis qu'eux autres décident que c'est comme ça qu'ils apprennent, mais qu'ils apprennent, ils vont peut-être pas tomber 10 fois. Exactement, ils vont tomber une fois. Ils vont peut-être juste tomber une fois, ils vont regarder où, et puis ils vont décider d'apprendre. Mais moi, cette histoire-là, c'est une histoire vraie. Hein? Et puis, quand elle est partie, j'ai fait « Ah! Pfiou! Mon Dieu, que ça fait du bien avoir le droit de faire des erreurs. » Qu'est-ce que c'est le fun de ne pas se taper soi-même? Parce que ce qu'on a appris, c'est à être tapé quand on n'est pas correct et qu'on n'écoute pas. Exactement. Alors, on a appris à avoir mal, mais on n'a pas appris à comprendre. Donc, on répète. Exactement, et on se fait mal. Puis on se fait mal, puis après on dit « Ah, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. » Les décors changent. Mais les leçons, elles, ça nous appartiennent. Puis si on veut pas qu'elles se répètent, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut les mémoriser pour pas les reproduire. En effet. Exactement. Puis moi, je pense que dans la vie, puis je pense que tous ceux qui sont ici, hein, je suis pas mal sûre de ça, vous avez commencé votre vie en stage. Tu sais, en général, on va à l'école, puis on apprend, puis là, on sort de l'école, puis là, on a le diplôme, puis là, on va chercher un job, puis on passe des entrevues, puis là, elle commence, continue, etc. Mais pour certains, c'est le contraire. Ils sont... Ah oui! Puis quand on va à l'école, bien souvent, à la fin d'un cours, pour le couronner, on va en stage pour aller pratiquer, tu sais. Pour devenir bon, il faut pratiquer. Ouais. Puis pour certaines personnes, comme je pense que vous en faites partie vraiment, il y a des gens qui commencent leur vie en stage. Ils savent pas qu'ils sont à l'école. Personne n'aurait dit. Puis ils ont toutes sortes de maîtres. Il y en a des pas fins, il y en a toutes sortes de maîtres. Puis il y en a des pas gentils. Puis on a peur. Puis on ne sait pas qu'on est à l'école, qu'on est en train d'apprendre une leçon. Si jamais tu vas travailler avec des jeunes, là, penses-tu que tu vas les comprendre?
C'est sûr, je suis quelqu'un Mais, d'empathie. ben, c'est sûr. Tu vas les sentir, tu vas savoir leur peur avant même qu'ils le disent. Fait que tu vas pouvoir être un extraordinaire éducateur. Tu n'auras pas le choix. J'espère bien. Parce que ton stage est fait, mon homme. Tu l'achèves, là. Tant mieux. C'est quelque chose de positif, ça. Ben oui, ça serait le fun. Mais merci beaucoup pour l'entrevue, c'était vraiment apprécié. Passez une excellente fin de journée. Merci. Encore. Bonjour Daniel. Je m'appelle Daniel, moi aussi. Ça va être facile. Daniel. On se trompera pas. On est des homonymes. C'est un honneur pour moi de t'accueillir ici, de te recevoir. Non, mais depuis ce matin, je suis vraiment content de ce que j'entends. Ça me motive, mettons, puis ça met une certaine joie à l'intérieur de moi, parce que un matin, tu parlais de la réussite, tu sais. Puis pour réussir, il faut comprendre, tu sais, au même titre qu'un examen dans une école, tu sais, pour réussir l'examen, il faut comprendre la matière. Alors, si on ne comprend pas la matière, on ne peut pas réussir l'examen. Fait que nous, c'est pareil au même titre de la vie. Si on veut réussir l'examen de la vie, il faut commencer par se comprendre nous-mêmes, tu sais. Et puis moi, j'ai lu dans ton livre, il y a Une histoire? Oui, une histoire, pipi, caca, pète. Oui. Puis, t'as écrit ça parce que dans notre évolution, on a besoin de passer cette phase-là pour prendre conscience de qui on est dans la vie, de prendre conscience de quel être humain on va devenir. Puis moi, ben cette partie-là, Oui. Je me suis fait voler, tu sais. Puis j'ai lu aussi à quelque part que des fois, pour contourner un problème ou pour arriver à notre but, il faut commencer par la fin. Fait que je vais commencer par te conter la fin de mon histoire pour que tu puisses mieux comprendre mon besoin. D'accord. Moi, j'ai passé par des autoroutes de destruction inimaginables au cours de ma vie. Et puis, maintenant, je veux tellement redonner ce que j'ai pris, redonner ce que j'ai reçu aussi, comme je voudrais travailler comme dans la prévention. Parce que moi, guérir de notre histoire... De ton histoire, oui. Moi, pour réussir à aider les gens, il faudrait que je puisse m'empêcher cet handicap, cette tristesse. Je suis envahi d'une tristesse. Puis ce matin, je t'écoutais, je suis hyper sensible, tu sais, fait que j'ai une difficulté à ce niveau-là. Parce que moi, vois-tu, tantôt, je te disais que je m'étais fait voler la partie très importante où je comprends conscience de qui on est comme personne dans la vie. Moi, dès ma naissance, ma mère est morte. Le destin a voulu que j'en ai pas de mère, tu sais. La suite de l'accouchement, tu sais. Mais par contre, j'ai eu une tante qui m'a pris sous son aile, tu sais. Puis cette personne-là, elle m'aurait aimé comme ma mère si elle aurait survécu, parce que malheureusement, elle avait 2 ans plus tard. Elle est décédée, elle aussi. Fait que la vie a vraiment pas voulu que j'aille comme de mère. C'est décevant, mais c'est la vie qui envoie ça. Par la suite, de 2 ans à 8 ans, j'ai subi à peu près une 40aine de foyers nourriciers. Et puis là, tu sais, tu feras vraiment rien de bien dans la vie, puis ça t'amènera nulle part. Puis, tu sais, moi, j'étais un petit modèle des années 60. Là, dans ces années-là, la mentalité sociale n'était pas évoluée comme aujourd'hui. Donc, je me suis fait étiqueter, je me suis fait donner l'étiquette de « j'étais un bâtard ». J'étais un petit gars du bien-être social, c'était un crotté. Puis à l'école, je suis devenu comme le mouton noir, la victime, tu sais. Puis là, ben, j'avais pas le droit de... Moi, à 12 ans, je mesurais 6 pieds, tu sais, puis j'étais plus grand que les autres, puis j'avais pas le droit de me défendre, tu sais. Si tu te bats, mais que t'arrives à la maison, tu vas en manger une, tu sais. Fait que
à l'école, j'étais comme le mouton noir. Puis j'étais toujours obligé d'envaler, tu sais. Là-dessus, ben mon père, il était pas présent. Il était pas mal absent parce qu'il y avait des activités qui l'empêchaient de s'occuper de moi, là. Mm-hmm. Ça a provoqué une tristesse puis une amertume en dedans de moi que plus tard, j'ai compris que c'est vers moi que je dirigeais ces comportements inadéquats-là parce que j'ai vécu de la rage, j'ai vécu de la tristesse, de la peine. Ensuite de ça, de l'injustice, je trouvais ça pas juste. C'est, dans ma petite tête d'enfant puis dans mon petit cœur d'enfant que la vie vienne m'enlever ma mère puis, tu sais, que je comprenais pas, tu sais, ça... Un jour, mon père, il m'a emmené à l'hôpital, il pensait que j'étais fou. Il m'a fait passer un examen avec des fils dans la tête, là, parce qu'il pensait que j'étais fou, parce qu'il m'avait acheté un camion de pompier, tu sais. Puis j'ai déballé le camion de pompier, puis je me suis en allé devant le frigo, je me suis tenu après la poignée parce que j'étais tout petit, puis j'ai sauté de pied dessus à pieds joints, puis je l'ai brisé, tu sais. Ça m'a pris du temps avant de comprendre un petit peu ce geste-là, tu sais. Je me suis dit, ben le bonheur ne veut pas de moi, moi non plus, j'en veux pas du bonheur, tu sais. J'ai trouvé comme une raison aux gens que je me sentais rejeté, mon père, puis tout. J'ai senti comme une raison de leur donner de ne pas m'aimer. Mm-hmm. Parce que je me sentais pas aimé. Mm-hmm. Alors, en commettant un geste de la sorte, tout inconsciemment, là, à un moment donné, je suis allé faire une thérapie. Il y a un monsieur, le directeur de la thérapie, le dimanche, il revenait de je sais pas où. En tout cas, j'étais en train de bricoler quelque chose quand il est arrivé, tu sais. Puis il m'a dit, « Toi, Daniel, là, si tu avais été aussi travaillant dehors, là, que tu l'es ici, on se serait jamais rencontrés. » Même aujourd'hui, je vais avoir 60 ans bientôt, puis je me rappelle encore de ça, ces paroles-là, parce que j'ai pas eu... Ça a été comme une motivation à l'intérieur de moi. Et puis, pas longtemps après, ben, j'ai commencé à m'investir là-dedans. J'ai rentré dans le marché du travail, dans le domaine de la construction, tu sais. Je suis devenu pas mal polyvalent, puis j'aimais ça. Mais par la suite, il est arrivé d'autres choses dans ma vie. J'ai pogné le cancer, puis la maladie, le découragement, la solitude, puis l'enfer de la drogue, tu sais. Quand j'ai commencé à travailler, la drogue, elle avait déjà une emprise sur ma vie, tu sais. Et puis, plus tard, il n'y a pas longtemps, là, il y a 3-4 ans, là, j'ai pogné le cancer, puis j'étais tout seul chez nous, puis il y a découragement, puis on retombe dans nos anciennes habitudes. Moi, ça fait 40 ans que je me promène une et autre dans la prison, tu sais, rentre, sort. J'ai eu une bonne période d'abstinence, là-dedans. Puis là, aujourd'hui, je me dis, tu sais, je suis rendu comme fatigué, là, de travailler fort physiquement, puis il faudrait que je me recycle dans quelque chose, tu sais. Ouais. Et puis quand que je vois, aujourd'hui, je me vois beaucoup dans les jeunes, tu sais, je vois la détresse, tu sais. Ouais. Mais moi, quand je rentre à l'intérieur de moi, puis que je m'exprime en servant de mon cas pour donner un exemple. Aujourd'hui, je réussis, mais dans les 2 pratiques avant, j'ai pas réussi, j'ai ouvert, je me suis connecté sur mes choses à moi, puis le chagrin, la tristesse réapparaît, c'est épouvantable. Oui. Mais je sais pas quoi faire pour éviter ça, pour contourner ça, puis... Mais tu es en train de le faire. Tu es en train de l'écouter puis de l'accueillir. Puis c'est difficile à faire. Mais tu sais, tu n'as pas eu de mère, tu n'as pas eu un père non plus, tu n'es pas là beaucoup. Finalement, tu n'as pas eu de foyer. Puis c'est la société qui a été ton foyer. Ils t'en ont donné 40. Mais ils t'ont jamais accueilli, toi. Fait que la tristesse est puissante chez toi. Puis après ça, tu as essayé de te médicamenter, calmer ça du mieux que tu pouvais, ouais. Puis d'avoir un sens, mais il n'y avait pas de reconnaissance. C'est difficile d'avoir un sens quand tu n'as pas de reconnaissance, tu sais, quand tu n'as pas de famille, que tu n'as pas de soutien, que tu n'as pas d'amour, tu sais. Puis alors... Tout se donner ça tout seul, je trouve extraordinairement courageux. J'en reviens pas, c'est de toute beauté. Merci. Mais en même temps, que tu veuilles redonner, mais tu es en train de t'approprier tes morceaux. Il va falloir que ton foyer il soit d'une force incommensurable.
puis qui puisse être recueilli à l'intérieur de ton cœur, que tu aies pu le chercher là, puis là, puis là, puis quand tu te retrouves tout seul dans un appart ou avec ta solitude, que cette solitude... Ça arrivera plus, ça arrivera plus? Non, ça arrivera plus, cette solitude-là, parce que quand je suis arrivé ici, j'étais tellement désemparé, je savais tellement pas quoi faire. Ouais. Je me suis investi dans la lecture de la Bible. Tu sais, j'ai trouvé un médecin extraordinaire là-dedans. J'ai trouvé un associé. J'ai trouvé un ami. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Je le vois pas, mais il est là. Je sais qu'il est là. Tu sais, puis dans son livre, c'est plein d'enseignements. Tu sais, il y a plein de... Il t'a nourri. Il a nourri ton âme. Oui, il est en train comme de me rééduquer. OK. C'est beau, hein? Ben oui, t'es un self-made man, toi. Oui. Tu t'es bâti tout seul. Oui, hein? Ça fait que là, t'es en train... Là, t'es connecté avec quelque chose de supérieur qui te convient, hein? Qui fait que t'as pas besoin d'eau, pas besoin d'être seul, t'es plus tout seul. C'est ça, hein, ta médication, maintenant, c'est ta puissance, je veux dire, elle vient de l'intérieur. Puis j'ai soif de ça, j'ai soif. C'est merveilleux. Puis là, ça veut sortir de toi pour illuminer d'autres ou éclairer d'autres, comme si tu devenais un phare. Aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur de mon parcours de vie, j'ai pas le choix d'accepter puis de composer avec, tu sais. Mais tu peux le comprendre. Oui, c'est en plein ça. Mais, tu sais, toi, dans ta fonction de psychologue, pour moi, t'es comme le médecin de la maladie qui se détecte pas par une radiographie. Il faut vraiment s'exprimer pour que tu puisses découvrir c'est quoi notre malaise. Tu sais, pour moi, t'es comme un mécanicien du véhicule humain qu'on est, tu sais. Oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, c'est une chance, c'est un privilège très grand de te voir devant moi. Merci infiniment. Je suis extrêmement touchée, surtout d'être mécanicien. Ça fait plaisir, Daniel. Je te souhaite vraiment la lumière, mon homme. Je pense à toi, je vais t'en envoyer plein. Merci. 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 Ouais, le roi. Bonjour Daniel. Bonjour. Je m'appelle R. Kelly. Je vais vous parler un peu de ma vie. J'ai grandi, pas de père, mais il était là un peu, mais il n'était pas trop là. Puis il a finalement fini par être déporté. So, j'ai vécu avec ma mère, puis ma soeur. Puis moi aussi, ma mère a essayé de jouer le rôle du père, mais ça n'a pas trop marché. Elle a fait de son mieux. Tu comprends? C'était pauvre. On a vécu la pauvreté, pas à manger. Faut que tu changes toujours d'appartement, des affaires de même. Puis l'école? Ouais, faut toujours changer d'école aussi. D'amis, puis toutes ces affaires-là. Toi, es-tu le plus vieux ou là? Ouais, je suis le plus vieux. OK. Il y avait manquement d'argent. À un certain âge, j'ai commencé Tu as décidé de suppléer. Ouais, j'ai essayé de jouer le rôle du père, puis commencer à faire de l'argent sur n'importe quelle façon que je pouvais. Puis ça a fini que j'ai fait un peu de centre d'accueil, pas trop. Puis ma mère m'a mis dehors, puis j'ai vécu avec des gens, des amis, appartement. Puis ça a fini que j'ai fait quelque chose de très grave, puis qui m'a rendu ici en prison. J'essaie de changer ma vie pour le bien. J'allais à l'école, puis j'essaie de finir mon secondaire. Il me reste pas longtemps avant que je sorte. Pas beaucoup? Non, il me reste plus beaucoup avant que je sorte. Ma soeur, présentement, est en famille d'accueil. J'aimerais ça sortir pour pouvoir prendre soin d'elle, puis prendre soin de moi.
Tu sais, la première fois que tu as fait ça, là, de vouloir devenir ton père, là, ça n'a pas marché. Fait que, je sais pas, là, mais si on est en train de répéter la même histoire, en ce moment, ta sœur est dans un centre d'accueil. Elle en a un centre. Ouais. Peut-être sortir puis s'occuper de toi. Toi, ta vie. Tu sais, ta mère, elle t'a mis à la porte parce qu'elle n'était pas d'accord avec la façon dont tu voulais être le père. Peut-être qu'elle n'a pas été à la hauteur, dans le sens que, tu sais, elle ne t'a pas apporté ce que tu avais besoin, là. C'est d'accord, ton père non plus, d'ailleurs, il n'était pas là. Je ne sais pas si devenir un père en sortant tout de suite d'ici, d'aller essayer de sauver ta sœur, je ne sais pas, je pense qu'il faudrait que tu commences à t'occuper de toi, vraiment. Arrête de laisser le monde te dire comment tu es, puis comment tu devrais être, puis comment faudrait que tu sois, puis je veux dire, oui, tout le monde a des vécus, on a toute une histoire, c'est vrai. Il y en a des plus difficiles, il y en a des moins difficiles, il y en a des longues difficiles, hein, Daniel? Ouais. Elle était longue, la tienne? Elle était longue. J'essaie de voir comment on peut réparer les morceaux. Je fais la mécanicienne, là. J'essaie de dire, ouais, mais celui-là, il était là, puis là, tu voudrais repartir en ayant réparé encore la même affaire. Mais non. Peut-être faudrait qu'on vire ça de bord, puis qu'on répare toi, puis qu'il y ait de la lumière dans tes yeux. Si tu dis, je vais faire quelque chose, je vais le finir, mon secondaire 5, contre vents et marées, puis toi, tu résistes comme un fou. C'est vrai. Bon. Alors, bravo. Ta job à toi, c'est d'apprendre pas les humiliations, des humiliations. Décider de ne plus être humilié. C'est assez différent. Ça veut donc dire, tu sais quoi l'antidote à l'humiliation? De ne pas occuper les gens. Non, c'est la fierté. Fait que quand on est fier, là, il n'y a personne qui réussit à nous humilier. Puis qu'on ne les laissera pas faire, on a juste à être fier. C'est facile d'humilier quelqu'un qui n'est pas fier ou qui n'a pas de quoi être fier, tu me suis? Oui, je te suis. Alors, si tu veux devenir fort, deviens fier. Merci beaucoup. Bonjour Daniel, mon nom c'est Leroy. Laurent? Leroy. Leroy? Oui, Leroy. Bon, je suis en présence du roi. Oui. Moi, juste un petit question. Moi, mon histoire, c'est un peu comme M. R. Kelly. You know, quand je vivais ici au Canada, au Québec, excuse mon français, je vis ici au Canada avec mon père, ma mère est en Jamaïque. Ta mère est en Jamaïque? Oui. OK. Je suis jamaïcain. Mon père aussi était strict, était vraiment strict. Lui, sa façon de nous éduquer, c'est à nous, battre. Quand on fait quelque chose de mal, il nous frappe, c'est difficile pour moi de parler avec mon père. Je veux... Et pourtant, t'es roi. Oui, c'est toi le roi. Exactement, c'est moi le roi. Mais lui aussi, c'est le roi, OK. Oui, exactement. Avant le roi, j'étais le prince. Tu comprends? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Mais il y a un fois, quelque chose arrivait, je fais quelque chose qui fait en sorte que j'ai tombé en prison. Puis, je suis sorti avec une probation. Il fallait que je reste chez mes parents. Mon père, lui, comme je dis, est très strict, que lui n'a pas aimé les choses que j'ai fait pour emmener en prison. Fait qu'il a voulu te punir lui aussi, oui, c'est genre. Exactement. Quand tu es sorti de prison, tu es rentré dans une autre prison, c'est ça? Exactement, puis j'avais pas le choix de rester là non plus. C'est ça le juge m'a donné, Il arrivait une situation, j'étais assis à la table, il me parlait d'une façon que j'aimais pas, qu'on fait ça la prochaine fois, puis il était dans ma face, il était, intimidant. Il était vraiment intimidant. Il disait des choses que j'aimais pas, je fais comme si je l'écoutais pas. Il a pas aimé ça, il m'a frappé. Puis
tout ça arrivait toute ma vie, you know, il m'a frappé, je le laissais, you know, je le laissais faire qu'est-ce qu'il y a à faire, you know, c'est comme ça, il nous a appris. Que ça arrive, cette journée, il m'a frappé, j'ai battu avec. Pour la première fois, j'ai battu avec. Tu étais rendu assez grand, tu as dit, je vais l'affronter. Ouais, puis j'étais tanné, cette journée-là, j'étais tanné, you know. J'ai battu avec, c'était juste difficile, you know. Je veux parler avec mon père, je comprends pourquoi il a fait tout ça. Tu comprends, maintenant, j'ai un homme, je comprends pourquoi il a fait tout ça. You know, il voulait nous préparer pour la future, you know, tout ça. As-tu aimé sa préparation? Trouves-tu que c'est une bonne préparation? Mais je suis un homme fort. Il m'a, you know, tout ça qui m'a fait, ça m'a rendu un homme fort. Fait que je haïs pas mon père, you know. Non. Mais est-ce que tu es un homme fort physiquement, mais est-ce que tu es un homme fort psychiquement? Je pense que oui. Oui. C'est parce que là, ce que tu me dis, c'est que ton père, je comprends que tu l'aimes, c'est ton père. On aime toujours nos parents, même s'ils sont pas toujours gentils. Mais des fois, dans la vie, on a des bons maîtres et des mauvais maîtres. Les deux sont des maîtres. Mais il faut savoir reconnaître un bon maître. Un bon maître va être gentil avec nous, puis il va nous apprendre des choses, puis on va aimer ça, apprendre. Puis un mauvais maître, il va nous faire peur, puis il va vouloir nous asservir, puis il va vouloir régner sur nous. Mais c'est un maître. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Si on est asservi, qu'est-ce qu'on doit apprendre? À être le plus fort, à devenir fort, à résister, puis pas mourir, juste, mais continuer de se... Je crois pas, moi. Je pense qu'un mauvais maître, il faut aussi le dépister pour dire, eh bien, moi, je ne referai pas ces erreurs. Je vais devenir fort sans être, sans battre, sans asservir qui que ce soit. Il a fait de son mieux. On le juge même pas quand je dis ça. Je juge pas ton père, là. Je pense que cet homme-là, il ne le savait pas. Il a juste répété son histoire. Exactement. Sans en avoir conscience. Mais toi, tu peux changer la donne. C'est exactement ça. Puis et devenir vraiment fort. C'est ça que j'essaie de faire. You know? Pour ça, c'est une bonne question. You know? Est-ce que je suis fort mentalement? You know? Parce que même en ce moment, à l'âge que je suis, 32 ans, je batte avec, you know, pour être exactement ça. You know? Un homme fort, physique, pas juste physiquement, mais mentalement, tu comprends? Sans asservir les autres. Exactement. C'est ça. Mon problème, c'est juste difficile. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose, comme je peux pas rire avec mon père. Tu comprends? Je peux pas asseoir à une table avec mon père, puis rire avec. J'aimerais faire ça. Il y a quelque chose qui bloque. Moi, je veux savoir, je sais pas si, you know, tu sais c'est quoi, mais il y a quelque chose qui bloque, you know, qui fait en sorte que je peux pas faire ça. Peut-être parce qu'il veut pas. Mais c'est pas juste lui, c'est moi aussi. C'est pas juste lui. Peut-être parce que tu as peur encore, puis tu y fais plus confiance. Comment rire avec quelqu'un qui nous a blessés? C'est difficile, tu sais. Quelqu'un qui nous a fait mal, puis tout à coup, il fait semblant de rien. La vie est belle, alors les chums. Pas sûr, moi, que mon cœur, il fait comme ouf. Ben oui, il va être gentil avec moi, je vais fondre, puis après, il va avoir encore plein de pouvoir pour me frapper sans que je le voie. Je me garde une petite gêne, j'ai peur, fait que oui, je me protège. Est-ce que c'est conscient? Non. Est-ce que c'est une question qui bloque? Oui, ça bloque ça. C'est difficile de penser qu'une mère ou un père, c'est le nôtre, on n'en a pas d'autre, a été pas gentil avec nous. Ça n'a pas d'allure. Et, surtout qu'ils nous disent qu'ils nous aiment, puis qu'ils font ça pour nous autres. Fait qu'ils nous mêlent toutes. Quand t'es petit, là, t'es mêlé. Tu veux tout croire. Ce sont des géants, nos parents. Fait que oui, on croit ce qu'ils nous disent, mais hein. Puis quand on mange une claque, c'est parce qu'on l'a mérité, ils nous le disent. C'est notre faute. Alors, ils nous apprennent à avoir peur. Puis tout d'un coup, on devient grand, on devient fort, puis cette fois-là, toi, te dis « stop ». Mais tu avais encore besoin de lui. Fait qu'il régnait encore. Fait qu'il ne l'a pas accepté. Puis là, tu étais redevenu... toute cette grogne-là est rentrée dans ton cœur encore une fois. Et j'aimerais bien ça pouvoir la sortir. Mais je peux pas!
Puis tout le monde me dit, en plus, j'ai un casier ici, c'est marqué partout, je suis pas bon, pas fin, pas fiable, job, prison, non. Est-ce que je suis libre? Je sors, est-ce que je suis libre? Il faut être fort, tu sais. Oui, je sais. Fort psychiquement. Oui, je sais. Quand j'étais jeune, je travaillais dans un hôpital psychiatrique. Dans ce temps-là, là, les fous, ils restaient là longtemps et on les appelait d'ailleurs des fous. Et puis, on les gardait pour longtemps, pour n'importe quelle maudite raison, c'est ça. Et puis, combien de fois, vous n'avez même pas idée, quand je voyais des gens, puis je prenais vraiment je créais des liens réels avec les gens sur le plancher, puis qu'ils étaient écœurés, ils voulaient sortir. Puis je disais, moi, je peux pas, mais je peux te préparer à sortir, par exemple. Eux autres, ils veulent savoir ça, ils veulent entendre ça, ça fait que joue ta game, c'est ça ton texte maintenant. Tu joues bien ton texte, tu sors d'ici. Tu joues mal ton texte, tu restes ici. C'est ton pouvoir. Il n'est peut-être pas grand, mais il est là. Fait qu'il faut trouver le pouvoir où on l'a. Pas le pouvoir de faire du mal. Non, tu l'as fait, tu étais emprisonné, c'est beau. Là, tu payes, on va dire, OK, tu as une sentence, tu as fait. Après, il faut sortir, puis là, il faut devenir fort. Comme tu as dit, mon père, lui, la façon il est avec moi, c'est comme ses parents étaient avec lui. Il répète son histoire. Voilà. Mais c'est pas facile aussi de sortir de quelque chose que tu as vécu dedans pour des années. C'est très difficile, oui. C'est pas facile, ça. Non. Ouais. Mais sais-tu pourquoi? Ça, c'est ma théorie personnelle. On cherche toujours, quand on est une victime de quoi que ce soit, OK, à vouloir que la personne comprenne le mal qu'elle nous a fait. Puis, tant qu'on va vouloir avoir ça, on ne l'aura pas. Parce qu'on reste emprisonné. On sort de prison, puis on dit, moi, je me libère. Là, ici, c'est pas une métaphore, c'est réel, la prison, là. Mais quand on sort de la prison dans laquelle on est enfermé dans notre cœur, comme tu dis, dans ton vécu, on ne doit pas attendre la réparation de nos parents qui allument, qu'ils étaient en train de répéter une histoire, puis que c'est nous autres qui en a hérité, puis qu'on veut plus être pognés avec cette histoire-là qui dure depuis des fois des générations. Tant qu'on a ce désir-là, qu'ils comprennent notre point de vue, bien, eux autres, s'ils restent fermés, ils ont encore plein de pouvoir. Puis nous, on reste encore désespérés, comme encore pris avec « c'est notre faute ». C'est pas vrai, c'est pas de ta faute. C'est une histoire dont tu es issu. Tu es issu d'une histoire qui est, lui, de son histoire, de lui. Bon, alors on répète tout le monde. Fait que là, on pourrait-tu... C'est qui va décider qu'on arrête ça? Ben, il y a juste toi qui peux le faire. Tu me suis? Puis ça veut pas dire couper avec les nôtres puis arrêter de les aimer. Ça veut dire se rendre compte de leurs limites puis de dire, ben voilà, eux autres, ça a été ça leur chemin. Ils se sont rendus jusque-là. Ils voulaient pas aller plus loin, il faut croire. Moi, je vais faire la suite du monde à partir de moi, puis je vais changer ce scénario-là dans ma vie. Puis mes petits hériteront pas de ça, de moins en moins. Et plus tu avances fièrement comme ça dans ta vie, on dirait que le respect arrive. Puis étrangement, sans même que tu le demandes, ton père ou ta mère, sans vraiment demander pardon, tu vas te rendre compte que, oh là là, tu es en train d'être leur modèle à eux. Ils te le diront pas, là, ils sont fiers, mais tu comprends? Enfin, c'est juste un point de vue, hein? Merci. Merci. Bonjour Daniel. Bonjour. C'est encore moi, Ronald. Bonjour Ronald. OK. Vu que dans votre livre, Guérir de son histoire, vous racontez l'histoire des gens en forme de conte, je sais que vous en avez lu un conte tantôt, mais j'aimerais ça vous proposer, j'aimerais ça vous demander d'en lire un deuxième. Et je te propose celui que tu as intitulé L'Incompris. Vous ne me croirez pas, là, mais j'ai reçu une demande. Cette personne-là voulait venir ici aujourd'hui parce qu'il était tellement fier et content
que j'ai pris son histoire. OK. Et puis qu'elle serve. Puis quand il a su que je venais à Bordeaux, il n'en revenait pas. Il était complètement épaté. Puis il m'a dit, là, je servirai à quelque chose, peut-être. Puis là, je le verrai de mes yeux, peut-être, si ça peut aider. J'ai commencé à voyager jeune. À 3 ans, j'enfourchais déjà ma bicyclette et je pédalais dans les rues de mon quartier. Mes parents étaient très occupés. Ils faisaient la fête puis ils se chicanaient. Heureusement que mon oncle était là. Il prenait soin de moi. J'ai pas le goût de vous dire tous les jeux auxquels il m'a initié, car j'étais partagée entre j'aime et j'aime pas. En tout cas, il était le seul à s'occuper de moi, surtout la nuit et à l'heure de la sieste. Il aimait beaucoup les siestes, le frère de ma mère. Pas moi, mais j'avais pas le choix. J'enviais tellement les enfants qui avaient une cour et qui jouaient. Moi, j'avais pas d'amis. On déménageait souvent, et puis j'étais pas bon à l'école. Je me sentais un peu perdue, puis surtout différent des autres enfants. On aurait dit qu'on parlait pas la même langue. Eux, ils rentraient tôt. Leurs parents les appelaient à tout bout de champ pour manger, pour qu'ils rentrent faire leurs devoirs, pour qu'ils fassent leur toilette. Moi, personne ne m'appelait. Je les enviais. Dans un des blocs où j'ai déjà vécu, il y avait une madame très gentille qui me donnait des biscuits. J'allais cogner à sa porte en espérant que ce soit la grande fille qui ouvre. Elle avait 14 ans. J'en étais amoureux. Elle et moi, on faisait la paire. On n'avait pas besoin de se parler. On savait qu'on s'aimait. Puis, un jour, elle n'était plus là. Sa mère qui me donnait des biscuits y était, mais pas elle. Elle n'y était plus. Elle était morte. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Sa mère m'a expliqué que je ne la reverrais plus jamais. Ça m'a fait un trou dans le cœur. Puis j'ai jamais voulu de biscuits. J'ai plus jamais voulu de biscuits. Encore aujourd'hui, les biscuits me lèvent le cœur. Tu sais, j'avais jamais pensé. Mais puisque je vous en parle, c'est peut-être pour ça. Je suis un garçon triste. Je n'ai personne à qui parler. Je voudrais bien faire comme Sarah, puis disparaître, mais je ne sais pas comment. Elle a fait suicide, et on m'a dit de ne plus jamais en parler. J'y pense souvent. J'aimerais bien savoir comment arrêter la vie, mais j'ai beau me casser les méninges, la vie veut rester. J'attends d'être un grand. Puis je rêve d'avoir une vraie famille. La nuit, j'ai peur. Si ce n'était de mon oncle qui joue avec moi et qui vient me rejoindre dans mon lit, je serais toujours seule. Il m'aime. Et moi aussi. C'est juste qu'avec lui, on joue toujours les mêmes jeux. À la longue, c'est fatigant. Quand il n'est pas là, j'ai peur. Puis quand il est là, aussi, je ne sais pas quoi faire. Quand je pleure, il me dit d'être gentil. Puis il me promet des surprises. Ben, j'ai hâte aux surprises, alors j'arrête de pleurer. Puis je fais ce qu'il me dit. Je les trouve plates, ces jeux, mais j'ai pas les mots pour qu'ils le comprennent. Ils veulent pas se former dans ma bouche. Ils restent dans ma tête. Puis je deviens furieux. Je grandis. Personne ne m'écoute, sauf lui, qui me dit de ne rien dire. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains pour le dénoncer. Mon cœur était comme un ballon gonflé d'espoir. Et pshit! Il s'est affaissé d'un coup. Il a plaidé coupable pour éviter d'avoir à payer un avocat. Et personne ne s'est plus intéressé à moi. Ah non, la famille de mon oncle m'a dit sur un ton méprisable, « Maintenant que tu nous as tous salis et que tu as eu ta vengeance, disparais. On ne veut plus t'entendre. » Mon cœur s'est à nouveau rempli de colère, de désespoir, puis d'une grosse roche. Tu sais, c'est peut-être là que j'ai commencé à fabriquer de la pierre. J'ai des roches dans mon corps qui restent emprisonnées. Les médecins appellent ça des calculs, puis ça fait très mal quand elles veulent sortir. Alors, je suis mieux de les garder en moi. Elles ont essayé 1 fois ou 2 de sortir par elles-mêmes, mais j'ai compris que plus jamais je leur permettrais de sortir. Mieux vaut mourir, surtout qu'à l'hôpital, ils n'ont rien pu faire la première fois.
Si je parle, personne ne m'entend. Si j'ai mal, c'est la même chose. Ils disent que c'est dans ma tête. Mon corps puis moi, on fait pourtant une bonne équipe. Lui, il dit ce que je n'ai pas de mots. Un jour, la colère a failli me tuer. J'étais en auto, j'écoutais la radio. On parlait d'un récidiviste, puis il racontait ce qui m'était arrivé. Ils n'ont pas mentionné mon nom. Juste le sien. On porte le même. La bombe qui était dans mon corps a sauté. Ma tête a explosé et j'ai hurlé comme un chien fou ou comme un loup, jusqu'à ce que quelqu'un m'entende, comprenne mon immense détresse et l'accueille. Depuis ce temps-là, je me répare. Je suis courageux. J'ai du lait pour traverser toutes ces épreuves. Et tranquillement, pas vite, je mets de l'ordre. Moi, le survivant, j'apprends à vivre. Je découvre qui je suis, la force qui m'habite, mes talents. J'apprends à réussir. Je ne suis pas ce drame. Je m'en dissocie. Je suis peut-être en train de naître de lui, mais je ne suis plus cette épave qui cherche à tout prix une bouée de secours. Je me surprends à constater mes nouveaux réflexes. Je commence à être capable d'action, moi, ce jeune homme, en perpétuelle réaction. La colère se dissipe peu à peu. J'ai l'intention de devenir un homme et de faire mentir les êtres bien pensants qui prédisaient que ma vie était foutue. Je vais me servir de cette partie de ma vie comme d'un tremplin qui me projettera vers une nouvelle conscience. Je vais créer ma vie. À partir de maintenant, je ne serai plus une victime. Et voilà. Bravo. Elle raconte très bien l'histoire. Elle l'a raconté très bien. Daniel Perrault, je suis presque sûr à 100% que je suis revenu en prison en partie pour te rencontrer, pour pouvoir te rencontrer, te parler, te raconter mon histoire et peut-être me sentir un peu plus léger. Si jamais on a à se croiser, je souhaite que ce soit à l'extérieur. Je ne serai pas complètement guéri de mon histoire, mais au moins je serai un homme libre. Reste la femme que vous êtes, libre de conter vos histoires. Je rappelle le beau titre de ton livre, Guérir de son histoire. Il est en vente où? Il faut le demander au libraire, ça là. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, Guérir de son histoire. Très excellent livre. OK. Et au nom de tous les souverains ici présents, je te déclare, Daniel Perrault, souveraine. Anonyme. Souveraine. Anonyme. Souveraine. Anonyme. Merci. Les mains froides. Bravo Daniel, bravo. Bravo Daniel, bravo Mohamed, bravo Steve.